Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Multi-21. On est en fin d'année, c'est l'heure des bilans et aujourd'hui c'est le bilan du championnat du monde de rallycross. Qui dit rallycross dit Louis Matelin. Salut Louis. Salut Clément, salut à tous, comment ça va? Ça va très bien et aujourd'hui forcément le bilan d'une saison un peu tronquée, un peu spéciale, une saison de rallycross sur seulement 8 manches. Alors on va commencer déjà, on avait fait la preview après la première manche, une fameuse double manche en Suède, et on s'était posé des questions sur ce format. Alors Louis, ce format finalement de 2 meetings par week-end, est-ce que c'est cool? J'ai envie de dire oui et non, parce que d'un côté il y a cet avantage d'avoir finalement un week-end de course concentré en une journée, avec les qualifications le matin et puis les demi-finales, finales l'après-midi. Donc ça c'est très cool pour ceux qui vont venir voir juste sur la journée, comme ça ils voient le déroulement de tout un meeting. Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai que ça ne permet plus vraiment d'avoir toutes les autres championnats qu'on voit habituellement, l'Euro RX, le Super 1600, le RX2, etc., etc. Du coup, ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on regarde un championnat comme celui-ci, qui est un peu bousculé par la crise du coronavirus, c'est pas plus mal d'avoir 2 meetings par week-end. Ça permet de faire un peu plus de meetings dans la saison et d'avoir un championnat qui ressemble un peu à quelque chose. Même si, tu vas nous le dire, mais je pense que ce championnat, il aurait pu être un peu mieux conçu, je pense. Effectivement, avant de revenir sur ces formats, on va parler un peu de cette structure du championnat. Alors, si vous avez vu un peu si vous avez un peu écouté toutes nos previews de pré-saison, le mot qui revenait à chaque fois, c'est Covid, et forcément, c'était l'actualité, donc des championnats chamboulés. Ce qui s'est passé dans les autres championnats du monde, que ce soit en championnat du monde d'endurance, de Formule 1 ou de Touring Car, c'est qu'on a eu des championnats qui se sont déjà posés dès le départ sur un championnat très resserré. La F1 à la base avait annoncé 8 courses, avant une expansion gargantuesque qui arrive à 17 aujourd'hui. Le Rallycross, le Touring Car a directement déposé 6 meetings et le WEC en avait déposé 3 pour terminer sa saison. C'était des saisons très resserrées, faites spécialement pour éviter toute annulation à cause d'une éventuelle seconde vague. Ce que n'a pas fait le World RX, puisque dès le départ, on a eu un championnat qui allait de mi-août à mi-décembre, donc sur 4 mois, ce qui n'était pas le cas du tout des autres championnats, avec beaucoup de meetings. Au départ, on avait 10 meetings sur 8 circuits différents, et au final, on s'est retrouvé avec un championnat qui s'est chamboulé en permanence, là où la F1 a à peu près gardé son cap, là où le Touring Car a à peu près gardé son cap, là où le WEC a à peu près gardé son cap, et bah quasiment toutes les semaines, on avait des annonces concernant le rallycross sur ces changements de meeting, sur ces passages à 2 meetings en Lettonie ou en Espagne, alors qu'à base, ça devait être qu'une seule course. Enfin, c'était assez spécial et ça fait écho à tout ce qu'on dit depuis des années dans le monde du rallycross sur le management d'IMG, qui sont les promoteurs de championnat, qui sont des promoteurs américains très connus notamment dans les sports US et qui ont un peu de mal avec ce championnat du monde et qui tendent à faire des calendriers assez hasardeux, et on a encore eu la preuve cette année. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur ces fameux double meetings. Il y a quelque chose, on en parlait en antenne et l'idée vient de me revenir sur ça. C'est un argument qu'on n'avait pas exposé, mais je trouve que du coup on n'a pas eu assez d'attaques de la part des pilotes lors des manches de qualification. Là où sur un meeting traditionnel, comme tu as 2 manches le samedi et 2 manches le dimanche, au pire si lors de la deuxième manche du samedi tu arraches une roue, quelque chose comme ça, tu as toute la nuit pour retaper ta voiture. Là, étant donné que tu avais les 3 C'est manches à vrai. la suite, c'était beaucoup plus compliqué et parfois on avait un peu moins de prise de risque de la part des pilotes. Oui, c'est vrai que ça a forcé un peu les pilotes à être un peu plus conservatifs dans leur approche du week-end parce que, comme tu l'as dit, hein, si tu casses quelque chose le matin sur la première qualif et que ton équipe doit mettre 5 ou 6 heures pour tout réparer, s'il faut tout démonter, etc., ton week-end est terminé simplement. Effectivement. D'ailleurs, on a vu aussi des pilotes qui avaient des soucis techniques, qui n'arrivaient pas à faire marcher la voiture. Le week-end était terminé directement aussi. Effectivement, il y avait pas de warm-up comme on a le dimanche matin théoriquement, où on peut un peu remettre les choses en ordre pour les 2 dernières manches de qualification. Alors un championnat, on l'a dit, un peu tronqué, mais un championnat qui a eu lieu quand même avec, comme on l'avait annoncé, une domination de Johan Kristoffersson. 8 courses, 7 podiums, 4 victoires. Johan Kristoffersson qui, même s'il a moins dominé que d'habitude, a quand même été le plus fort. Bah oui, il a moins dominé que d'habitude. Alors est-ce que c'est parce que cette polo manque de développement? Est-ce que c'est parce que il était un petit peu rouillé de pas avoir roulé en World RX depuis plus d'un an? Je pense pas, parce qu'il gagne d'ailleurs dès sa première manche, donc ça prouve qu'il avait encore le bon coup de volant. En tout cas, oui, Christopherson, il a encore fait une excellente saison. C'est lui qui gagne le plus de courses dans la saison. C'est lui qui fait le plus de podiums dans la saison. Voilà, une fois qu'on a dit ça, je pense que tout est dit. Il est le plus fort. Il a une très très bonne auto. Il est imbattable. Il est imbattable et pourtant, il y a eu 2 teams qui ont essayé de le déloger durant la saison. Le team Hansen et les Peugeot et le team KYB avec Ekstrom et Larsson, les fameuses Audi. 2 teams qui se sont quand même bien battus derrière.
Ouais, deux teams qui se sont bien battus. Hansen, il arrache une victoire. Ekström, il arrache deux victoires. Donc c'est deux teams qui ont fait du bon boulot. D'ailleurs, c'est le team Audi de Mathias Ekström qui est champion du monde au niveau des teams. Donc c'est toujours une distinction qui est bonne à prendre. Ça prouve aussi que Ekström, comme Larsson d'ailleurs, ont bien tourné. Larsson, évidemment, c'est pas un top pilote, mais il a été assez régulier, il a été assez solide toute la saison. Il a ramené des gros points. Et au final, bah, ça paye. Et c'était bien vu de Mathias Ekström qui revient avec sa structure et qui, de nouveau, est champion du monde. On le sait que Robin Larsson a été habitué pendant des années à ses Audi. Il était passé chez Ford à un moment et son retour chez Audi est plutôt bénéfique. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, lorsqu'on avait fait nos prédictions sur la fin du championnat, j'avais mis Kristoffersson, Ekström et Larsson dans l'ordre. Bon, bah, j'en ai eu 2 sur 3. Alors que Louis avait mis Kristoffersson, Ekström et Hansen. Donc 3 sur 3 pour lui. Un bingo complet. Mais on avait fait du 100% suédois. On était sûr de pas trop se tromper là-dessus. Oui, au moins au niveau des nationalités, on était bon. Alors du coup, on a parlé de Volkswagen qui, avec cette seule voiture de Kristoffersson, a dominé la saison. On a parlé des deux teams, le team Peugeot et le team Audi, qui ont plutôt bien performé. Maintenant, parlons des trucs qui fâchent. Parlons de Renault avec les teams GCK, RX Cartel et GCK Uncorrupted, et de Hyundai avec le GRX Taneco qui ont quand même sous-performé cette saison. Bah oui, parce que tu l'as dit, ces teams Volkswagen, Audi et Peugeot, en fait, utilisent des anciennes voitures d'usine, des voitures qui n'ont plus de développement depuis 2 ans maintenant. En tout cas, plus de développement d'usine depuis 2 ans maintenant. Et on pensait que ces teams GCK, donc qui est soutenu par ProDrive, qui est une très grosse structure aussi, et ce team GRX qui est plus ou moins affilié au team Hyundai WRC, on pensait que ces teams-là allaient pouvoir combler un peu leur retard, en tout cas avec un meilleur développement sur leur voiture, avec des bons pilotes aussi, mais avec un meilleur développement sur leur voiture, pour aller chercher ces teams qui n'ont plus vraiment de soutien de l'usine. Et ben, ça n'a pas été le cas, puisqu'on se retrouve de nouveau avec les trois premiers, c'est une Volkswagen, une Audi, une Peugeot. Donc ces teams-là qui sont un peu loin, qui sont. Alors est-ce qu'ils ont eu du mal à développer leur voiture? Est-ce que ils ont moins de budget parce que justement il y a moins de monde dans ce championnat, donc moins de sponsors, etc., etc. C'est dur à dire. En tout cas, moi j'ai été assez déçu par ces teams-là. Bah, j'avais l'impression, quand on a regardé la saison de l'an dernier, on avait l'impression que les Hyundai étaient très fortes et qu'elles n'ont pas régressé, mais vraiment stagné très fortement. Et c'est vrai que c'était assez étonnant, puisqu'on s'attendait, après la superbe saison de l'an dernier de Hyundai, à voir Grenoble se battre très régulièrement pour la victoire, à voir Tim Arzianov faire des finales de temps en temps. Finalement, il n'y en a eu qu'une seule, sur laquelle il fait un podium en Finlande, mais une seule finale. Donc c'était assez décevant de la part de ces deux teams. Et tu l'as dit, pourtant, la base est bonne. La Hyundai, c'est une Hyundai de WRC, les anciens modèles. Et le team gravite globalement, grâce à Mathias Grenoble, autour du WRC. Et tu fais bien de le préciser, que ce soit pour les Renault Clio ou les Renault Mégane, le développement est assuré par ProDrive, qui est une très grosse structure britannique. Et c'est un peu dommage. On espère l'an prochain retrouver cette bataille à 5 qu'on attendait tant, à 5 constructeurs. On l'a pas eu cette année, mais bon, c'est pas grave. Enfin, là encore, je pense que ProDrive, ils payent un peu, enfin ProDrive et GCK payent un peu leur politique d'avoir deux modèles différents et de devoir développer deux voitures différentes. Quand tu vois des problèmes de fiabilité alors qu'ils développent deux voitures, tu te dis mais pourquoi ne pas mettre tous les moyens sur la même voiture et apporter 4 voitures identiques? Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'était un problème que tu avais pointé en début de saison, ça, et sur lequel on attendait de voir. Et la saison t'a donné raison. C'est quand on voit les problèmes au départ, notamment sur le start, qui est un moment hyper important du WRX qu'ont eu Backrud et Doran sur la Mégane. T'as envie de dire, mais pourquoi est-ce que vous passez pas sur les Clio? Qui en plus, si Chichery a fait passer son team sur les Clio, c'est qu'il y a une raison. Des Clio qui étaient à base pour le ORX. Je pense que ces Mégane là, il faut les abandonner. C'était rigolo au départ lorsqu'on avait les grosses Focus et les Audi A3 de chez Munich et qu'on commençait à avoir des grosses voitures tout ensemble en WRX. Ces voitures là n'ont pas fait long feu chez Munich ou chez le team Hoonigan avec Ford. Il serait peut-être temps pour Renault de passer la page et d'écouter ce que dit Louis Matelin, c'est-à-dire de passer avec des Renault Clio pour tous les pilotes. Voilà, c'est une excellente idée. La saison t'a donné raison. Avant de parler des autres championnats, on va faire un petit top et un petit flop de la saison. Je te laisse commencer avec ton petit top de la saison. Moi, mon coup de cœur de la saison, c'est Mathias Ekström. Il est revenu pour le kiff, parce que c'est vraiment ça. Je pense qu'il est revenu juste pour s'amuser. Et puis au final, voilà, sa structure est championne du monde. Lui-même est deuxième avec 2 victoires et 5 podiums en tout. Voilà, moi, ça me fait plaisir de voir des gars comme ça qui viennent pour s'amuser et qui sont très bons. Moi, Mathias Ekström, c'est un de mes pilotes favoris du championnat et c'est pas pour rien. Il a été excellent. Et je te suis là-dessus sur Mathias Ekström qui ne devait pas faire toute la saison à la base. Et puis quand il a vu son niveau, il s'est dit tiens, pourquoi pas faire toute la saison. On a parlé du coup de Hyundai. Mon top, ça va être Grenoble qui, malgré tout, malgré les problèmes de cette voiture, malgré la sous-performance plutôt de cette voiture, parce qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de fiabilité, a fait une très bonne saison. Il n'y a que 2 fois où il ne va pas en finale.
la deuxième manche en Suède et la deuxième manche en Espagne. Sinon, c'est final à chaque fois. C'est même une victoire. Hein. C'est le seul à avoir réussi à prendre une victoire en dehors du gros top 3 Hansen, Ekström, Christopherson. Donc, super saison de Niklas Gronholm qu'on prenait il y a quelques années pour un fils d'eux, simplement, et qui après, année à année, nous donne tort. Et c'est plutôt cool pour lui. Ouais, c'est vrai que Gronholm, il est de mieux en mieux et ça prouve être un des pilotes, un des top pilotes de championnat. Comme tu fais bien de le dire, mais ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Alors dis-moi, qui as-tu mis en flop du coup? On a fait les tops, on va faire les flops. Tu as mis qui en flop? Alors en flop, j'ai mis une écurie, c'est le ES Motorsport, donc l'écurie lituanienne qui est engagée des Skoda Fabia depuis un an. Alors c'est une écurie qui a énormément de moyens, qui a à sa direction des gens qui sont très compétents et qui pourtant fait n'importe quoi. La base de la voiture, on l'a déjà dit l'année dernière, on l'a redit en début d'année, c'est une Skoda Fabia R5, donc une voiture de rallye qui est très très performante et superbement bien conçue par Skoda, il n'y a quasiment plus rien à faire dessus. Ils ont rajouté le même moteur qu'il y a aujourd'hui dans les Peugeot, 208 de WRX, donc un moteur assez performant de chez Pipo Motor, je crois. Et depuis 2 ans, c'est déjà la valse des pilotes, puisque l'année dernière, on avait eu le droit à Basiuskas, à Abring, et puis une fois qu'on avait mis 2 pilotes compétents dans la voiture, après on avait mis des Duval, des Furaskin, puisque on avait engagé Abring sur toute la saison sans se rendre compte que son calendrier avait des clashs avec des manches de rallye qui ne pouvaient pas être là toute la saison. Donc déjà ça c'était un grand n'importe quoi. Pour ce début d'année, on a refait des tests avec Kevin Abring et Rokas Basiuskas pour que les deux finissent finalement chez GCK, et on prend Rainis Nitis pour ne pas lui donner un programme complet, alors que c'est quand même Rainis Nitis, c'est un bon pilote de rallycross. Et pour l'année prochaine, puisqu'on continue dans le grand n'importe quoi, ES Motorsport a décidé d'innover et vont faire des auditions, c'est-à-dire qu'ils vont laisser pas mal de pilotes aller dans leur voiture et ils prendront sans doute les plus rapides. Le problème, c'est qu'ils avaient déjà un peu fait ça il y a 2 ans au moment du développement de la voiture, et ils avaient invité 15 pilotes pour finalement retenir des mecs comme Furaskin, donc je ne sais pas qui ils avaient invité, mais clairement pas des bons. Et là, cette année, j'ai peur que ça soit encore la même chose. Donc c'est dommage parce qu'il y a énormément de moyens, il y a des gens très compétents dans cette équipe et il y a une bonne voiture. Et parfois, il y a des bons pilotes, mais quand il y a des bons pilotes, on ne les engage pas sur toutes les manches. Et quand il y a des très mauvais pilotes, là, on a tendance à les engager sur le plus long terme. Donc je ne sais pas où va Steam. Et ça me fait un peu mal parce que j'avais envie de voir Skoda en WRX. Écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire pour l'année prochaine, hein. Tu participes à ces essais et puis dans le pire des cas, tu auras fait un tour gratuit en supercar, hein. Bah voilà. Et puis, non, mais je comprends pas comment plein de pilotes de Euro RX n'ont pas cette idée d'aller auditionner dans cette voiture, puisqu'apparemment tout le monde peut y aller. Oui, c'est un peu bizarre. Effectivement. Je te laisse passer à ton flop. Oui, je vais y venir. Alors, moi, j'ai envie de parler d'Andreas Bakroud, qui aime bien, châtie bien. Tu sais que Bakroud, c'est un peu mon chouchou. C'est ton chouchou. Mais là, Bakroud, septième du championnat, pas un seul podium. D'ailleurs, il y a que deux podiums qui font il y a que deux pilotes, pardon, qui font tout le championnat, tous les meetings du championnat et qui ne montent pas sur le podium. C'est Andreas Bakroud et Liam Doran. Voilà, Bakroud, il a été décevant sur toute la saison, il s'est jamais repris. Alors, on l'a dit, la Mégane, elle a eu des gros soucis, elle est peut-être pas aussi performante qu'elle devrait, donc il n'a pas été aidé avec ça. Mais on l'a aussi dit, Niklas Gronholm, avec une voiture un peu en dessous, il a été capable de performer, ça n'a pas été le cas d'Andreas Bakroud, donc moi j'étais un peu déçu. Voilà, voilà. Tu sais, plus le temps passe et plus je me dis qu'Andreas Bakroud regrettera beaucoup sa saison 2019 et ses 2 meetings nordiques en Norvège et en Suède où il avait sous-performé et qui a donné finalement le titre pour Team Janssen. Je pense que plus ça va aller, plus il va le regretter cette saison. Un titre au nombre de victoires, hein, Oui. même pas de nombre de victoires, même au nombre de podiums, je crois, parce Non, au qu'il nombre de fait victoires, au nombre de égalité. victoires, parce que Au nombre de Bakroud avait victoires. plus de podiums, mais c'était au nombre de victoires, puisqu'Hansen, tous ses podiums, c'était des victoires. Il en avait fait 3 Exact, ou tu fais 4. bien, tu fais bien de le préciser, mais ils terminaient tous les deux à égalité de points, et ça, c'est sûr il va s'en vouloir longtemps, je pense. Un petit mot de l'avenir. On va parler de ce qu'on a vu à côté du World RX, en commençant par le fameux Project E, qui était donc des voitures de rallycross électrique. Alors c'est un championnat qui était à ses débuts, qui balbutiait, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce projet-là? Bah, je pensais que cette première saison, elle était bien pour tester un peu les voitures et voir où on allait, mais en tout cas, d'un point de vue sportif, c'était pas très intéressant parce qu'on avait que 3 voitures engagées sur le premier meeting et 4 voitures sur le deuxième meeting, donc c'était pas très intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, c'est vrai que bah voilà, c'est un projet qui se met en place, ça prouve qu'on peut faire des courses avec ces voitures électriques et bah on attend la suite. Effectivement, et ce qui est important de préciser, c'est que sur les pilotes qui étaient là pour la saison, on avait Janis Baumanis, Ken Block et Cyril Raymond, 3 pilotes qui avaient déjà participé au championnat du monde de rallycross. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai regardé leur temps autour dans ces voitures électriques et leur temps autour lorsqu'ils étaient dans des RX Supercars. Et les temps autour sont déjà pas très loin, il n'y a pas de grande différence. Alors certes, on est sur des temps autour de 40 secondes, hein, donc 2 secondes de différence, c'est déjà énorme.
mais c'est pas mal et c'est plutôt intéressant pour la suite. Et je me demande si ces voitures-là pourraient pas être amenées à venir dans les meetings de World RX aux côtés des supercars dans un premier temps pour assurer la transition, hein, pour mettre des thermiques et des électriques ensemble, ça pourrait être intéressant. Et le fait qu'une écurie comme Citroën vienne par eux-mêmes, on sait que le groupe PSA voulait amener l'électrique en rallycross avec Peugeot Hansen, et le fait qu'ils prennent Cyril Raymond, ça peut être plutôt intéressant à voir pour la suite. À voir pour la suite. Et puis, petit côté sportif quand même pour la petite histoire, c'est Nathalie Barat qui est championne de cette première saison de Project U. Alors bon, c'était assez facile pour elle puisque c'est la seule à avoir participé aux 2 manches. Et comme il n'y avait jamais plus de 4 voitures, elle a fait au moins quatrième à chaque fois. Mais bon, voilà. L'histoire retiendra son nom quand même comme première championne de ce championnat. Effectivement. Et puis, on va parler d'Euro RX. Et si on parle d'Euro RX, c'est parce qu'on va parler de ton deuxième chouchou après Backroad, c'est JB Dubourg. Et oui, effectivement. Un petit mot sur l'Euro RX, hein, pareil, qui a eu un championnat un peu réduit aussi, avec 2 manches seulement en Suède et en Lettonie. Et donc le champion, c'est Oliver Eriksson. Alors Oliver Eriksson, c'est un Suédois aussi. Et il faut pas le confondre avec Kenneth Eriksson, qui était une légende du rallye dans les années 80 notamment, ou avec Kevin Eriksson ou avec Sébastien Eriksson, qui ont tous couru en World RX. Enfin, tu le disais hors antenne, hein, de toute façon tous les Suédois s'appellent Eriksson, donc Et parce qu'on assez rappelle que le difficile de s'y patron retrouver d'Holzberg parfois. s'appelle Andreas Eriksson. Donc c'est vraiment. Et aucun n'a de lien avec les autres. Oui, oui, c'est vrai que voilà, ça fait partie de ces noms très répandus là-haut. En tout cas, voilà, Oliver Eriksson, champion avec 2 victoires en 2 meetings, donc chapeau à lui. Et puis deuxième place pour Jean-Baptiste Dubourg, et puis enfin troisième Sondre Evjen, donc des noms qu'on a l'habitude de retrouver en championnat d'Europe, en RX2, etc., etc. Oui. Et donc, bah voilà, j'avais envie de dire un petit mot sur eux parce que c'est des pilotes qu'on aime bien retrouver aussi. Et tout à fait. Et Oliver Eriksson qui, pour une fois, a eu le droit d'aller dans des supercars, puisque depuis quelques saisons, il était cantonné au RX2 et RX Lite par Holzberg. Et donc, une saison plutôt intéressante de lui. Peut-être que dans 2-3 ans, on pourrait le voir en supercar, qui sait, en championnat du monde, ça serait sympa. Et à noter aussi que Per Eklund avait participé à la première manche en Suède. Per Eklund, pour info, c'est un grand pilote de championnat du monde des rallyes qui a couru entre 73 et 97, notamment avec Subaru. Effectivement, et plus de 70 ans le bonhomme, et ça fait plaisir de voir des pilotes comme ça de temps en temps se faire un petit plaisir et venir faire une manche. Eh bien Louis, je te remercie pour cette émission. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter sur cette saison un peu chaotique de World RX. Qu'est-ce que vous avez pensé du retour de nos amis Christopherson et Ekstrom? On avait titré en début de saison Les patrons sont de retour, on n'a pas trop eu tort. Dites-nous ce que vous avez pensé, dites-nous ce que vous avez pensé de la saison de Timmy Hansen, de Niklas Gronholm, d'Andreas Backrout, ça fera plaisir à Louis. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine pour une émission 2021. Salut Louis, merci. Salut à tous!